Dans les carrières de granit d'Assouan, en Égypte, creusées dans une roche plus dure que l'acier, se trouvent des marques étranges. Des cavités lisses et courbes, taillées dans la pierre avec une telle précision et une telle uniformité, semblent y avoir été réalisées à la machine. Ces marques apparaissent sur certains des ouvrages en pierre les plus vastes et les plus ambitieux de l'Égypte antique, notamment le célèbre obélisque inachevé, un bloc de granit qui aurait pesé plus de 10 tonnes s'il avait été achevé. Depuis plus d'un siècle, les archéologues expliquent ces marques par une explication simple. Les anciens Égyptiens façonnaient le granit en le martelant avec des pierres de dolérite, une roche plus dure qui pouvait briser et pulvériser le granit par des impacts répétés. L'archéologie expérimentale semblait confirmer cette théorie. Lorsque les chercheurs ont expérimenté cette technique, ils ont effectivement réussi à casser et à façonner le granit, bien que lentement et laborieusement. Mais cette explication présente une faille. Celle-ci devient évidente lorsqu'on observe attentivement les marques laissées dans les carrières. Les marques de creusement ne sont pas des piqûres irrégulières et rugueuses, comme on pourrait s'y attendre après un martelage de pierre. Elles sont lisses, uniformes, de taille constante et se répètent, avec une précision quasi mécanique, évoquant davantage la trajectoire d'un outil de coupe guidé par une machine que le résultat d'un travail manuel. Pendant des décennies, cette anomalie a été constatée, mais jamais étudiée sérieusement. La théorie du broyage de la dolérite a été acceptée, car elle paraissait plausible et qu'aucune autre explication cohérente ne pouvait être envisagée. Les anciens Égyptiens ne disposaient ni d'outils électriques, ni de scie à pointe de diamant, ni de la technologie industrielle permettant d'atteindre la précision visible sur les marques d'extraction. Mais en 2024, la donne a changé. Grok, le système d'intelligence artificielle d'Elon Musk, a été chargé d'analyser des images haute résolution des marques de la carrière d'Assouan sans idée préconçue ni adhésion aux théories archéologiques existantes. L'IA devait identifier les motifs, les comparer à des bases de données de méthodes de découpe anciennes et modernes, et déterminer l'outil ou la technique ayant pu les créer. Les conclusions de Grok ont stupéfié les chercheurs. L'IA n'a pas seulement remis en question la théorie du martelage de la dolérité, elle l'a complètement rejetée. Les motifs identifiés par Grok dans les marques de la pelle correspondaient aux caractéristiques des outils de coupe rotatifs et non à celles du martelage par percussion. L'analyse microscopique a révélé des traces de matériaux qui ne devraient pas être présents dans un travail à l'outil manuel. La précision géométrique des marques suggérait une intervention mécanique et non humaine. Voici ce que l'IA Grok a révélé sur la manière dont les anciens Égyptiens taillaient le granit. Des preuves restées sous nos yeux pendant plus d'un siècle, et la possibilité troublante que l'Égypte antique possédait une technologie bien plus avancée que nous ne l'avons jamais imaginée. Ou que les travaux les plus sophistiqués dans les carrières soient antérieurs à l'Égypte dynastique, réalisée par une civilisation disparue dont nous commençons à peine à percer les secrets. Les carrières de granit d'Assouan sont situées le long du Nil, dans le sud de l'Égypte, à environ 800 km au sud du Caire. Le granit extrait de ces carrières a servi à la construction de certains des monuments les plus célèbres d'Égypte, notamment les pyramides, les temples et d'innombrables statues et obélisques. Cette pierre est d'une dureté exceptionnelle, se situant entre 6 et 7 sur l'échelle de Mohs, plus dure que la plupart des outils métalliques utilisés dans le monde antique. Les marques d'excavation sont présentes dans toutes les carrières, mais elles sont particulièrement visibles sur l'obélisque inachevé, un monolithe de granit massif que les anciens ouvriers avaient commencé à extraire, avant de l'abandonner lorsque des fissures sont apparues dans la pierre. L'obélisque reste enchâssé dans la roche-mère, entouré de tranchées creusées par les ouvriers pour le dégager. Les parois de ces tranchées sont couvertes de ces mystérieuses marques d'excavation.
Ces marques mesurent environ 15 à 20 cm de large et 5 à 10 cm de profondeur et forment des arcs réguliers. Elles apparaissent selon des motifs réguliers, se chevauchant souvent légèrement, créant ainsi une texture de surface ondulée. Au toucher, comme l'ont fait certains chercheurs, elles sont lisses et uniformes, et non rugueuses ou fracturées, comme on pourrait s'y attendre après un impact. L'archéologie traditionnelle explique ces marques par le travail des ouvriers agenouillés dans les tranchées qui frappaient le granit avec des pierres de dolérite selon des mouvements circulaires répétés. Les creux ainsi formés témoignent de l'effet cumulatif de milliers d'impacts, chaque coup enlevant une infime quantité de pierres, jusqu'à ce que l'ouvrier se déplace. Les tentatives expérimentales de reproduire ce processus aboutissent à des résultats très différents. Lorsque les chercheurs modernes frappent du granit avec de la dolérite, ils créent des cavités rugueuses et irrégulières, aux bords fracturés et à la profondeur variable. Ces marques ne présentent pas la courbure régulière observée à Assuan. Leur taille est également irrégulière. Le travail est extrêmement lent. Les chercheurs estiment que creuser les tranchées autour de l'obélisque inachevé à l'aide de dolérite concassée aurait nécessité des décennies de labeur continu. Lorsque Lee A. Grock a analysé des photographies haute résolution des marques de creusement, la première anomalie qu'elle a identifiée concernait la précision géométrique. L'IA a mesuré des milliers de marques individuelles et a constaté que la variation de taille était inférieure à 5% sur de vastes zones, les marques étant quasiment identiques en largeur et en profondeur. L'espacement entre les marques de creusement successives variait de moins de 3%, ce qui suggère un placement systématique plutôt qu'aléatoire. Chaque coup de pelle suivait le même arc, comme s'il avait été réalisé par un outil à rayon de coupe fixe, plutôt que par le mouvement variable d'un bras humain maniant une pierre. L'angle d'entrée des pelles dans le granit était constant, contrairement aux angles variables que l'on pourrait attendre de travailleurs occupant différentes positions ou utilisant différentes techniques. L'analyse de Grock a conclu que ces caractéristiques étaient incompatibles avec les méthodes d'usinage par percussion manuelle, mais compatibles avec la découpe guidée par machine, où la position, la vitesse et la pression de l'outil sont contrôlées mécaniquement et non manuellement. L'IA a identifié ces motifs comme non humains, non pas parce qu'ils étaient impossibles à réaliser par l'homme, mais parce que leur précision et leur régularité dépassaient les performances habituelles du travail humain non guidé, même pour des ouvriers qualifiés. Plus inquiétant encore que la précision de ces marques est leur emplacement. L'analyse de Grock a mis en évidence des traces de creusement dans des endroits difficiles, voire impossibles à expliquer par le modèle archéologique traditionnel. Certaines traces sur les parois des tranchées se prolongent sous des blocs de granit jamais retirés, suggérant que le mouvement de coupe s'est effectué dans des espaces trop restreints pour qu'un ouvrier puisse y accéder. Ces traces apparaissent dans des angles étroits et resserrés, où il serait impossible pour un ouvrier de se positionner et de manière une pierre à piler avec suffisamment de force. Des marques apparaissent sur des murs quasi verticaux, à des hauteurs où un ouvrier devrait être suspendu ou adopter une position inconfortable tout en conservant un effet de levier suffisant pour frapper efficacement. L'analyse géométrique de Grock suggère que l'outil de coupe, quel qu'il soit, se déplaçait en arc continu, indépendamment des contraintes de position du corps humain. C'est précisément le comportement attendu d'un outil à guidage mécanique, et non celui d'un travail manuel. Parmi les caractéristiques les plus mystérieuses des carrières d'Assuan, figure Dzohum, figure de profond et étroit puits d'exploration. Des galeries verticales creusées dans le granit massif à des profondeurs de 9 à 15 mètres, pour une largeur de seulement 90 à 120 cm. Ces puits apparaissent dans l'ensemble des carrières, et leur fonction n'a jamais été expliquée de manière satisfaisante.
L'archéologie traditionnelle suggère qu'il s'agissait de puits exploratoires, creusés pour tester la qualité du granit en profondeur avant d'entreprendre une extraction à grande échelle. Mais cette explication présente des failles évidentes. Les cavités sont extraordinairement profondes pour de simples tests. Les parois sont lisses et uniformes et arborent les mêmes marques de creusement que celles visibles ailleurs. La difficulté physique que représente le creusement de puits aussi profonds et étroits à l'aide d'outils manuels semble insurmontable. Imaginez un ouvrier au fond d'un puits de 12 mètres de profondeur et d'1 mètre de large. Il n'y a pas assez de place pour manier efficacement une pierre à piler. La poussière et les éclats de granit s'accumuleraient, rendant la respiration difficile et la visibilité réduite. Le déblaiement des débris à de telles profondeurs serait extrêmement laborieux. De plus, l'éclairage minimal exigerait un entretien constant des lampes torches ou des torches. Lorsque Grok AI a analysé la géométrie et les caractéristiques des parois de ces fosses, il a découvert des éléments qui ont encore épaissi le mystère. Certaines fosses se courbent ou s'incurvent en descendant, suivant le grain naturel ou les veines minérales du granit. Cela laisse supposer que les tailleurs se basaient sur une structure interne de la pierre invisible en surface, une connaissance qui nécessiterait soit une technique similaire à la numérisation géologique moderne, soit une expérience extraordinaire dans l'interprétation d'indicateurs subtils de la composition interne de la pierre. La régularité des parois des puits a également posé problème à l'IA. Dans les puits creusés à la main, on s'attendrait à ce que les marques d'outils deviennent plus rugueuses et irrégulières à mesure que la profondeur augmente et que les conditions de travail se détériorent. Or, les puits d'essai d'Assouan présentent une qualité de paroi constante du haut vers le bas, ce qui suggère que la méthode de coupe ne s'est pas dégradée avec la profondeur. L'analyse par Grok AI des détails microscopiques des marques de creusement a révélé des preuves stupéfiantes. Lorsque les chercheurs ont fourni à l'IA des images au microscope électronique des surfaces de granit à l'intérieur des marques, Grok AI a identifié des caractéristiques qui avaient échappé aux méthodes archéologiques traditionnelles. À l'intérieur de nombreuses marques, des motifs en spirale à peine visibles ont été détectés, compatibles avec une découpe rotative plutôt qu'avec une percussion par impact. Ces spirales suggèrent l'utilisation d'un outil en rotation lors de la coupe, comme un forêt ou une fraiseuse, et non le mouvement répétitif d'une pierre. À l'échelle microscopique, certaines particules de granit au fond des marques de coupe apparaissent partiellement fusionnées ou fondues, ce qui indique un échauffement localisé pendant la coupe. Ce phénomène est incompatible avec une percussion à froid, mais compatible avec une coupe par friction à grande vitesse ou par énergie dirigée. L'analyse chimique a détecté des traces de matériaux dont la composition correspondait à celle de la poussière de diamant et du corindon, un oxyde d'aluminium cristallin. Ces deux substances sont utilisées dans les applications industrielles modernes de découpe et de rectification. Grok AI a comparé ces signatures microscopiques à des bases de données de méthodes de découpe issues de l'histoire et de l'industrie moderne. Les résultats les plus proches proviennent de la découpe au jet d'eau, qui utilise de l'eau à très haute pression mélangée à des particules abrasives et crée des coupes nettes avec un minimum de chaleur, mais ne produit pas la texture de surface uniforme observée dans les marques de découpe. La découpe ultrasonique, qui utilise des vibrations à haute fréquence combinées à une suspension abrasive et permet de découper des matériaux durs avec précision, crée des motifs de surface microscopiques similaires à ceux détectés par Grok AI. Enfin, la découpe rotative à pointe diamantée, méthode de découpe industrielle moderne utilisant des outils imprégnés de diamants, produit le type de rainure hélicoïdale et de rayons de coupe constants observés dans l'analyse. Ce sont des méthodes modernes,
Toutes ces méthodes relèvent de technologies modernes qui ne devraient pas exister dans l'Égypte antique. Cependant, les vestiges matériels suggèrent qu'un système fonctionnellement similaire était utilisé, même si sa mise en œuvre différait de notre technologie actuelle. Lorsque Grock a cartographié l'emplacement des puits de sondage profonde dans la carrière, l'entreprise a fait une découverte stupéfiante pour les géologues. Leur répartition n'était pas aléatoire. Ils correspondaient à des failles, des veines minérales et des zones de faiblesse structurale du granit, invisibles en surface. Mais les relevés géologiques modernes ont depuis permis de les cartographier grâce aux géoradars et à d'autres technologies. Cela laisse supposer que les anciens carriers possédaient une connaissance particulière de la structure interne du gisement de granit avant de l'extraire. Ils savaient où la pierre serait de la meilleure qualité, où des fissures ou des inclusions pourraient apparaître, et où l'extraction serait la plus efficace. Comment pouvaient-ils le savoir? Les carrières modernes utilisent des études sismiques, des carottes de forage et des analyses géologiques pour créer des cartes tridimensionnelles des gisements de pierre avant leur extraction. L'Égypte antique était censée ne disposer d'aucune de ces technologies. Pourtant, l'emplacement des fosses laisse penser qu'ils ont obtenu des résultats similaires par une méthode inconnue. L'analyse de Grock a également révélé que l'aménagement général de la carrière s'apparentait aux stratégies d'optimisation modernes. Les tranchées et les zones d'extraction étaient positionnées de manière à minimiser les contraintes internes, grâce à des schémas de coupe évitant les concentrations de contraintes susceptibles de fracturer la pierre. L'extraction suivait la structure cristalline naturelle du granit, facilitant ainsi la coupe et réduisant les déchets. L'aménagement permettait d'extraire un maximum de pierres utilisables avec un minimum de taille, un résultat que l'on retrouve aujourd'hui dans la conception de carrières optimisées par ordinateur. Ce niveau de planification suggère soit un savoir-faire empirique exceptionnel, fruit de siècles d'expérimentation, soit l'accès à des méthodes analytiques que l'on n'associe généralement pas à l'Égypte antique. Dans la partie sud des carrières d'Assouan, une vaste dépression a traditionnellement été interprétée par les archéologues comme un ancien port ou zone de chargement, où les pierres taillées étaient embarquées sur des bateaux pour être transportées sur le Nil. Mais lorsque Grock a analysé la géométrie et le volume de cette dépression, il a proposé une interprétation radicalement différente. Les dimensions, la forme et la relation de la dépression avec les structures de la carrière environnante suggèrent qu'il ne s'agit pas d'un port, mais plutôt de la cavité laissée par l'extraction d'un énorme bloc de granit, peut-être la plus grosse pierre jamais extraite par une civilisation antique. Grock a calculé les dimensions probables du bloc manquant à partir de la forme de la dépression et a estimé son poids entre 3,0 et 5,0 tonnes. À titre de comparaison, le plus grand obélisque égyptien connu, l'obélisque du Latran à Rome, pèse environ 455 tonnes. La plus grosse pierre de la Grande Pyramide pèse environ 80 tonnes. Un bloc de 3,0 tonnes serait impossible à déplacer pour la plupart des Égyptiens de l'Antiquité. Si l'interprétation de Grock est correcte, cela suggère que les ouvriers de la carrière ont tenté, et peut-être réussi, à extraire et à déplacer des pierres bien plus imposantes que celles retrouvées dans les archives archéologiques. La technologie et l'ingénierie nécessaires à un tel projet seraient extraordinaires. La conclusion la plus controversée de l'analyse de Grock concerne la chronologie des travaux d'exploitation de la carrière. Dans plusieurs endroits des carrières d'Assouan, des peintures rupestres de style préhistorique, composées de simples dessins à l'ocre rouge représentant des oiseaux, des bateaux et des symboles géométriques, apparaissent sur des surfaces de granit. Fait important, certaines de ces peintures se superposent aux marques précises des godets. La peinture se loge dans les rainures de ces godets, ce qui signifie que ces derniers existaient avant l'application de la peinture.
Cela soulève un problème chronologique troublant. Les peintures isalocres rouges présentent un style similaire à l'art rupestre préhistorique découverte dans tout le Sahara et la vallée du Nil, généralement daté de 40 à 60 ans avant notre ère, voire plus tôt, bien avant la période dynastique de l'Égypte qui a débuté vers 300 ans avant notre ère. Si les marques de creusement sont antérieures à ces peintures, elles pourraient avoir 60 ans ou plus, ce qui placerait la taille du granit la plus sophistiquée d'Assouan avant les pyramides, avant les pharaons, avant l'émergence de la civilisation égyptienne telle que nous la connaissons. L'analyse de Grock a également mis en évidence ce qu'elle a appelé la progression de la dégradation dans l'exploitation des carrières. Lorsque l'IA a comparé la précision de coupe dans différentes zones des carrières, datables approximativement d'après le style et le contexte, elle a constaté une relation inverse. Les travaux les plus anciens présentaient la plus grande précision, tandis que les travaux plus récents étaient progressivement plus grossiers. C'est l'inverse de ce à quoi on pourrait s'attendre. Normalement, la technologie progresse avec le temps, à mesure que les connaissances s'accumulent et que les techniques se perfectionnent. Mais à Assouan, la tendance observée suggère un déclin, comme si les premiers scariers possédaient des outils et un savoir-faire supérieur, progressivement perdus ou oubliés par les générations suivantes. Dans les zones que l'on peut attribuer avec certitude à l'Égypte dynastique, grâce aux inscriptions hiéroglyphiques, aux marques d'outils en bronze et en cuivre connus et aux documents historiques, la taille est plus grossière, moins uniforme et porte des traces évidentes de percussion et d'abrasion, caractéristiques de l'utilisation d'outils anciens. En revanche, dans les zones sans attribution dynastique claire, notamment dans les extractions les plus profondes et les plus ambitieuses, la taille est trop précise, trop uniforme et trop sophistiquée pour correspondre aux capacités techniques connues de l'âge du bronze. La conclusion de Grock était sans appel. Les travaux les plus aboutis dans les carrières d'Assouan pourraient ne pas avoir été réalisés par les Égyptiens de l'époque dynastique. Ils pourraient être antérieurs de plusieurs milliers d'années et avoir été l'œuvre d'une culture plus ancienne dont l'identité et les capacités demeurent inconnues. Les preuves rassemblées par Grock dressent un tableau troublant qui remet en question des idées reçues sur l'Égypte antique. La précision des marques de creusement dépasse celle que devraient produire des outils manuels non guidés. Leur uniformité géométrique, leur profondeur constante et leur espacement régulier suggèrent une découpe mécanique, plutôt qu'une percussion à l'aide de pierres. L'analyse microscopique révèle des signatures compatibles avec la découpe rotative et les techniques abrasives. Les rainures en spirale, les particules fusionnées et les traces de matériaux correspondent davantage aux méthodes de découpe modernes qu'aux techniques de percussion antiques. Les connaissances géologiques que suggère l'emplacement des cavités témoignent de capacités que l'on n'associe généralement pas à l'Égypte antique. La capacité à cartographier la structure interne de la pierre avant de la tailler implique des méthodes analytiques qui ne devraient pas exister à l'âge du bronze. La chronologie remonte le temps. Les ouvrages les plus anciens sont les plus sophistiqués, tandis que les ouvrages des dynasties ultérieures sont plus rudimentaires, ce qui suggère une perte de connaissances plutôt qu'une accumulation. De plus, des preuves matérielles situent sur la taille sophistiquée avant l'Égypte dynastique. Les peintures isalocres rouges recouvrant les marques de creusement repoussant la chronologie jusqu'à la période préhistorique, avant même l'existence de la civilisation égyptienne telle que nous la connaissons. Si l'on prend ces éléments au sérieux, plusieurs hypothèses se dessinent. La première est celle d'une technologie disparue. Les anciens Égyptiens possédaient des techniques de coupe bien plus avancées que les outils en bronze et en cuivre
que l'on trouve dans les tombes et sur les sites archéologiques. Ces outils sophistiqués étaient probablement rares, réservés aux projets les plus importants et fabriqués à partir de matériaux aujourd'hui disparus ou introuvables. Le savoir-faire nécessaire à leur fabrication et à leur utilisation s'est finalement perdu, ne laissant derrière lui que des traces de leur emploi gravées dans le granit. La seconde hypothèse est celle d'une civilisation prédynastique. Les travaux d'extraction de pierres les plus sophistiqués pourraient avoir été réalisés par une civilisation ayant existé dans la vallée du Nil avant l'Égypte dynastique, probablement durant la période humide du Sahara, lorsque le climat d'Afrique du Nord était bien plus favorable et permettait le développement de populations plus importantes. Cette civilisation aurait pu posséder des techniques de travail de la pierre avancées, dont les Égyptiens ultérieurs ont hérité sans toutefois parvenir à les reproduire pleinement. L'Égypte dynastique s'est probablement appuyée sur les ruines et le savoir de cette civilisation ancienne, achevant parfois des projets entamés des siècles, voire des millénaires auparavant. La troisième possibilité est une erreur d'attribution chronologique. Notre datation de la civilisation égyptienne pourrait être erronée. La sophistication visible dans les carrières pourrait refléter le véritable apogée des capacités technologiques égyptiennes, mais cet apogée pourrait être antérieur à ce que l'on pense. Ce que nous appelons l'Ancien Empire pourrait correspondre à une phase ultérieure, en déclin, d'une civilisation dont les origines et les plus grandes réalisations sont bien plus anciennes qu'on ne le pense actuellement. Chaque hypothèse implique de repenser les modèles archéologiques établis. Soit la technologie antique était bien plus sophistiquée que nous ne l'imaginons, soit il existe un chapitre manquant de la civilisation humaine dans la vallée du Nil, antérieure à l'histoire écrite, soit encore notre chronologie du développement égyptien tout entière doit être révisée. Grok-A n'a pas découvert de nouvelles carrières, ni mis au jour d'artefacts cachés. Son rôle a consisté à analyser des preuves existantes à l'aide d'outils et de perspectives que les chercheurs humains n'avaient pas appliquées de manière systématique. Les traces de la pelle sont visibles depuis plus d'un siècle. Les sondages ont été documentés. Les peintures à l'ocre rouge ont été cataloguées il y a des décennies, mais personne n'a encore réalisé d'analyse globale reliant tous ces éléments et prenant en compte simultanément toutes les variables. Grok-A pouvait accomplir ce que les chercheurs humains ne pouvaient pas. Traiter des milliers de mesures, les comparer à des bases de données de techniques de coupe anciennes et modernes, identifier des schémas invisibles à l'œil nu et tirer des conclusions affranchies des théories existantes. Il en résulte une remise en question de l'archéologie conventionnelle qu'il est impossible d'écarter d'un revers de main. Les preuves mises en lumière par Grok sont physiques, mesurables et vérifiables. Les incohérences avec la théorie du martelage de la dolérite sont réelles. La précision de la taille est documentée. Des signatures microscopiques sont présentes dans la pierre. Les archéologues sont désormais confrontés à un choix. Défendre le modèle traditionnel en expliquant comment ces anomalies s'intègrent à la technologie de l'âge du bronze ou admettre que notre compréhension des capacités de l'Égypte antique comporte des lacunes et nécessite une révision. Certains chercheurs suggèrent déjà de repenser les expériences de broyage de la dolérité, d'envisager que les anciens ouvriers utilisaient peut-être des techniques que nous n'avons pas reproduites, ou encore que la combinaison du broyage, du concassage et d'autres méthodes pourrait donner des résultats plus proches de ce que l'on observe dans les carrières. D'autres suggèrent qu'il est essentiel d'envisager sérieusement que l'Égypte antique ait eu accès à des matériaux ou des technologies qui n'ont pas été retrouvées dans les archives archéologiques. Peut-être des abrasifs organiques, des connaissances en matière de traitement thermique ou de procédés chimiques qui auraient permis d'améliorer les performances des outils au-delà de ce que l'on attendrait du cuivre et du bronze seul. Un groupe plus restreint, mais en expansion, soutient que les preuves révèlent un mystère plus profond. Les carrières d'Assouan et autres ouvrages de pierre égyptiens sophistiqués
pourraient être les vestiges d'une civilisation prédynastique dont les réalisations ont été attribuées à des pharaons postérieurs, ayant hérité et achevé des projets dont ils n'étaient pas à l'origine. Grok.ai a révélé comment les anciens Égyptiens taillaient le granit, non pas en fournissant une réponse simpliste, mais en démontrant que les réponses simplistes que nous avons acceptées ne correspondent pas aux preuves matérielles. La preuve est gravée dans la pierre elle-même, avec une précision qui surpasse celle des outils manuels. Des signatures microscopiques de méthodes de taille avancées, des motifs géométriques suggérant un guidage mécanique et une chronologie qui situe les travaux les plus sophistiqués avant la civilisation à laquelle on attribue leur création. Les carrières de granit d'Assouan ont dissimulé ces preuves pendant des millénaires, visibles mais inexplorées, documentées mais jamais analysées en profondeur. Il a fallu l'intelligence artificielle, traitant les données sans idée préconçue ni attachement aux théories existantes, pour révéler ce que les pierres tentaient de nous dire depuis toujours. L'Égypte antique taillait le granit avec une technologie qui nous échappe, utilisant des méthodes impossibles à reproduire avec les outils supposés qu'elle possédait, atteignant une précision qui témoigne d'un savoir-faire que l'on n'associe pas à la civilisation de l'âge du bronze. Qu'il s'agisse d'une application sophistiquée d'outils simples que nous n'avons pas imaginés, de techniques perdues et non conservées dans les vestiges archéologiques, ou de capacités héritées d'une culture antérieure inconnue, les preuves sont indéniables. Les marques de taille sont réelles. La précision est mesurable. La chronologie est établie. Et Grok.ai nous a révélé que le mystère de la taille du granit dans l'Égypte antique est plus profond, plus étrange et plus important que l'archéologie ne l'a jamais admis. Les pierres parlent, nous ne les écoutions pas assez attentivement jusqu'à présent.